4 avril 2001. Paul Heyman, personnage clé du catch hardcore, annonce la fermeture de la ECW. La fédération de l'extrême, endettée de presque 9 millions de dollars, n'a pas d'autre choix que de vendre la compagnie. En 2003, après plusieurs références à la ECW, la WWE rachète les droits et les biens de la fédération créée par Todd Gordon. Paul Heyman se verra offrir un contrat par la compagnie de Vince McMahon dès 2001. Commentateur, puis manager de Brock Lesnar, l'ancienne grande figure de la ECW semblait bien établi dans la fédération dominante des années 90. Mais en décembre 2004, un investisseur anonyme fait surface, faisant le pari fou de créer la plus grande fédération de tous les temps avec un apport de seulement 1 million de dollars. Un seul homme a les cartes en main pour mener à bien le projet nommé Elite. Paul Heyman. Ce dernier se voit donc confier la All Elite Wrestling. Paul Heyman, businessman et booker émérite, décide de tout miser sur le catcheur indépendant. Les stars indie et les jeunes loups prêts à se faire un nom dans la fédération de la révolution. La All Elite Wrestling est née. Happy New Year les gens, j'espère que vous allez bien, bonne année 2007 à tous et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'épisode numéro 30 de notre carrière avec la All Elite Wrestling, toujours sur TEW 2016. Et oui, nous démarrons une nouvelle année à la tête de la fédération de l'élite. Au programme, le booking du premier mois de l'année, 4 shows à débriefer ensemble. J'espère que vous êtes tous et toutes fin prêts pour ce premier épisode depuis, oula, belle lurette, plus d'un mois si je ne dis pas de bêtises, je m'excuse bien évidemment auprès de toutes les personnes qui attendaient des vidéos plus régulières, et bien de ne pas avoir pu vous proposer une vidéo chaque semaine ces derniers temps. C'est vrai qu'il y a eu la reprise du tennis de manière très marquée en janvier dernier avec l'Open d'Australie, il y a eu la suite et la fin de la saison de biathlon, le début des hostilités vraiment bien prononcées avec le premier monument de l'année en cyclisme sur route, à savoir Milan-San Remo. Bref, beaucoup d'actualités sportives à traiter. On sait, la chaîne d'Icoam, c'est avant tout bien une chaîne où on parle de sport. C'est avec TEW, c'est un petit peu là en détente pour me vider la tête, mais rassurez-vous, je vais vraiment mettre un point d'honneur à vous proposer des vidéos beaucoup plus régulièrement. On va se lancer tranquillou désormais dans notre épisode, le 30e du nom. Et oui, cette série a presque un an, puisque le 1er avril prochain, et oui, ce n'est pas une blague, on fêtera les 1 an de cette série. J'espère qu'elle continuera à vous plaire encore quelques temps, parce que on n'est pas prêt de s'arrêter. Je prends toujours autant de plaisir bien évidemment à vous booker les shows, à vous faire ces vidéos. J'ai encore plein d'idées et plein de storylines à mettre en place. On va rentrer tranquillement dans cette vidéo. Vous le voyez, on est le 1er janvier 2007. Je suis resté à ce 1er janvier 2007 pour qu'on puisse bien faire un tour au bilan économique. 200 000 dollars de profit, vous le voyez. Ah, c'est un profit qui explose par rapport au mois dernier et au mois d'encore avant. 473 000 dollars de tickets vendus, 80 000 dollars donnés pour les sponsors des TV revenus qui sont un petit peu moins bons, un petit peu moins importants que le mois passé, mais quand même, merchandising qui se stabilise, un coût de worker qui a été moindre que le mois dernier forcément, puisque un show bien évidemment de moins, étant donné que le mois de novembre c'est le mois où on a 5 shows, mois de pay-per-view. Bref, on se fait toujours assassiner sur les taxes, mais on arrive malgré tout à garder un bilan plus que positif, 200 000 dollars de profit. Sachez qu'on en fera beaucoup moins cette semaine sur cet épisode, puisque nous allons faire tous nos shows dans le Mid-South. Il faut travailler la popularité, on le rappelle, 51 dans le Midwest, 39 à Puerto Rico. Ce sont donc 2 régions où on a la diffusion de nos shows via TV, et là on va travailler dans le Mid-South ce mois-ci. On va aller dans des arènes dans le Mid-South pour travailler notre popularité et essayer de passer de 32 à je ne sais quoi, pour essayer tout simplement d'accroître notre popularité, d'accroître notre importance dans cette région, parce que je le rappelle, pour passer la size culte, il faut au moins arriver à 47% d'importance dans 2 régions des États-Unis. C'est super important pour passer en size culte et pouvoir signer le catcheur et éviter que la concurrence nous pique nos meilleurs éléments. Donc c'est ce qu'on va faire dans ce premier mois de l'année. On va tout mettre dans le Mid-South, mais avant ça, on va quand même faire un petit tour
Et bien sûr, les récompenses de l'année, puisque nous sommes le 1er janvier 2007, donc les récompenses sont tombées. Le catcheur de l'année, apparemment, c'est Hiroshi Tenzan, un catcheur japonais travaillant pour la New Japan Pro Wrestling, donc au statut de main eventer, pas de titre pour lui, mais peut-être que ça pourrait inspirer la fédération. Compagnie de l'année, la New Japan. Team de l'année, apparemment, c'est Triple H et Shawn Michaels, DX, Dead Generation X. Le match de l'année, là, c'est encore un match de la New Japan Pro Wrestling, absolument fou. Show de l'année, c'est encore la New Japan. La catcheuse de l'année, c'est bien sûr Trish Stratus. Tous les meilleurs éléments, bien sûr, sont du côté de la WWE. On espère qu'on va pouvoir un jour leur piquer quelques talents. Le catcheur la compagnie qui s'est la plus améliorée, c'est la Dragon Gate apparemment. Le catcheur indépendant... Sean Watman, ah non, sans déconner. Oh non, c'est pas possible, c'est un troll. Il n'est pas employé. Est-ce que si on veut le négocier, non, on peut pas. Putain, Sean Watman. Alors ça, c'est un troll. Bref, manager de l'année, c'est Maria Kanellis. Bref, l'annonceur de l'année, c'est du côté aussi de la New Japan, j'imagine, Akira Fukuzawa. Bref, couleur commentateur de l'année, c'est Mick Foley. Un tas de récompenses, bien évidemment, on n'y est pas. Vous imaginez qu'on a encore beaucoup de chemin à parcourir pour pouvoir à un moment donné s'immiscer dans les récompenses donc des classements respectifs, mais ça reste quand même une année où on a quand même bien progressé, vous le voyez, hein. On a atteint la 12e place au ranking, on est en statut régional, on fait du positif, on arrive à faire du profit chaque mois, on a un prestige qui gagne bien évidemment de semaine en semaine, on a un momentum qui est à 100%, un momentum à pu savoir quoi en foutre, et peut-être que d'ailleurs avec ce momentum ça a permis le catcher d'être peut-être bien placé, notamment dans le Power 500, qui a été donc bien sûr remporté par Hiroyoshi Tenzan devant Brock Lesnar, c'est un garçon de la New Japan Pro Wrestling, Paul White, le Big Show qui est 5ème, non mais sans déconner, Steve Corino qui est 7ème. Qu'est-ce que ça donne pour nous là à la All Elite Wrestling qu'on déconne juste comme ça là, juste pour voir, qu'on se fasse une petite ordre d'idée. Le premier c'est Brian Kendrick qui va nous quitter demain, 19ème. Garçon qui fait une progression quand même constante, 50ème on le rappelle en 2005, Samoa Joe est 44ème, Bryan Danielson est 70ème, Christopher Daniels 111ème, le garçon est en progression par rapport à l'année 2005, Kip James est 190ème, Colt Cabana 195, Super Dragon 215, Kevin Steen 235ème, 258ème Balls Mahoney, El Generico est 268ème malgré ses performances plutôt moyennes, John Moxley 275ème, 299ème Claudio Castagnoli, Tyler Black 306ème. Je suis très surpris de voir quand même un garçon comme El Generico devant Claudio Castagnoli et Tyler Black, parce qu'en termes de performance et surtout d'exposition, c'est vrai que c'est quand même des catcheurs qui techniquement sont beaucoup moins bien exposés que Claudio Castagnoli ou Tyler Black, mais que voulez-vous, ils sont devant dans le Power 500 à ne rien y comprendre. Mike Barton qu'on a re-signé pour former les Teen Idols, ancien Smoking Gun, 316ème, Bobby Roode est 323ème, notre double champion TNT, Justin Credible 330ème, Axel Rotten 365ème, Travis Fimmel est 367ème, 375ème pour Jay Briscoe, Mark Briscoe suit de près son frère 377ème, Chris Hero 387ème, Tommaso Ciampa 401ème, Mike Mizanin 403ème, 406ème Amazing Kong, Matt Sydal 419ème, Ian Rotten 422ème, Raymond Amero 425ème, Chantal Taylor 426, 432 pour Jazz qui fait son entrée dans le top 500, Guy Kim 435ème, Nike Neidhart qui fait elle aussi son entrée et 436ème, Sweet Saraya 437ème, Tyler Madison 491ème et Daphne qui ferme la marche 493ème. On a quand même beaucoup de représentants dans le top 500, mais le premier est quand même assez loin de la vérité. 19ème, en plus c'est un catcheur qu'on n'a pas beaucoup utilisé, surtout qui va se barrer, voilà, qui nous fait faux bon. Bref, voilà donc pour les récompenses de l'année, voilà donc un petit peu pour cette longue introduction. J'ai pas l'habitude généralement de traîner sur les intros, mais là j'ai fait une petite exception. Ce que je vous propose, c'est de nous retrouver directement dans les backstage pour traiter d'incidents s'il y a besoin d'en traiter. Et puis nous on se retrouve, s'il n'y en a pas bien évidemment, pour le premier show de notre vidéo. Bougez pas, je vous reprends dans un petit dixième de seconde. On se retrouve les gens dans les backstage du premier AEW Dynamite du mois de janvier 2007. Vous le voyez, des incidents locker room, ça clignote rouge. On va tout de suite aller voir ce qui s'y passe, les traiter, pourquoi pas. Incident impliquant George Frankenstein et Ted DiBiase Senior. Bon ça, on va pas se faire de suspense trop longtemps. On sait que c'est la cour des catcheurs. Qu'est-ce que nous a fait George Frankenstein? Alors il a été amené devant la cour des catcheurs, accusé d'avoir pris ses partenaires de trajet en retard. Le juge Ted DiBiase Senior l'a rendu coupable et sa peine, sa sentence est bien sûr de payer le trajet de ses partenaires. Pour les 3 prochains shows, ça apprendra à notre ami George Frankenstein de prendre ses partenaires de trajet en retard et de foutre tout le monde dans la sausasse. George Frankenstein en plus qui
on améliore son comportement à l'issue de cet incident. Tout va très bien, elle est gentille, elle est polie. Peut-être qu'elle était même désolée, on ne sait pas. En tout cas, tout va plutôt bien et on ne perd pas de backstage rating, de pourcentage dans les backstage ratings. Tout va bien. Je boucle le show de mon côté et on en parle juste après. Et bah nous voilà partis les gens pour le premier show de notre année 2007, également le premier show de la vidéo. Chose promise, chose due, nous sommes dans le Mitsouf devant 3061 pèlerins au CEO Fillmore Auditorium et vous voyez nous commençons avec un rating de 57 pour ouvrir les hostilités, ce qui est forcément beaucoup moins clinquant que ce qu'on avait pu faire par le passé ces dernières semaines ou ces derniers mois, notamment pour les segments d'ouverture, puisque nous sommes dans une région où on est beaucoup moins populaire, puisque moins connu, mais on a quand même envoyé du lourd pour le premier segment d'ouverture. Vous voyez, les protagonistes sont présents à l'écran, on a mis des petits plats dans les grands, et ceux qui vont arriver les premiers dans le ring, ce sont bien sûr Roddy Piper, Amazing Kong et Claudio Castagnoli. Roddy Piper, micro à la main, qui nous présente la future challengeuse donc de la TNT Amazing Kong, qui est également soutenue, poussée par Claudio Castagnoli, qui espère que cette dernière réalisera ce que lui n'a pas réussi à faire, c'est-à-dire prendre le titre des mains de Bobby Roode. Roddy Piper qui renchérit en disant qu'Amazing Kong pourrait devenir la première championne féminine donc de la TNT, qui est plutôt un titre réservé aux hommes. Ça serait historique, mais ce discours plein de bons sentiments va être coupé net par notre ami Ted DiBiase Senior, qui va d'abord féliciter de manière assez froide Amazing Kong, qui juge opportuniste par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière, jugeant également, il va mener sa petite enquête, que ce qui s'est passé avec l'ami Brian Kendrick est peut-être en lien aussi avec le retour d'Amazing Kong, le pauvre qui avait été retrouvé dans une mare de sang, ce qui a permis aussi d'écrire la fin de son aventure avec la All Elite Wrestling. Mais Ted DiBiase Senior nous explique que le titre TNT n'est pas la priorité aujourd'hui pour donc les Moneymans, puisque ce qu'il veut aujourd'hui, eh bien, c'est que Tommaso Ciampa et James Keenan aient également une exposition. Tommaso Ciampa qui va prendre également le micro, qui va dire qu'il va falloir aussi qu'il se fasse un nom par lui-même, lui aussi avec l'ami James Keenan, Barbara Keenan aussi donc aux abords du ring pour soutenir leur intérêt, mais il n'a pas oublié ce qui s'est passé non plus la semaine passée avec Amazing Kong qui lapine au milieu du ring et l'ami Tommaso Ciampa qui avait rendu un jugement. Vous vous souvenez, c'était le juge qui avait procédé bien finalement au jugement d'Amazing Kong et qui avait envoyé derrière la suspension plus ou moins importante d'Amazing Kong. Et donc Tommaso Ciampa veut remédier à l'arrivée impromptue d'Amazing Kong. Il souhaite aussi pouvoir mettre ses mains sur elle très rapidement. 57 de rating pour ce show d'ouverture. Roddy Piper qui n'a pas été bon apparemment pour aller en dehors du script. Tommaso Ciampa qui lui a priori a aimé pouvoir se balader et jouer avec le public en allant en dehors de ce script. La performance de James Keenan a été dégueulasse. La performance de Bobby Roode qui a été très bonne. Amazing Kong tranquille aussi dans ce segment. Tout se passe bien. 57 de rating. Un bon show pour ouvrir les hostilités. Non, toujours pas. Pour l'instant, on laisse ça pour plus tard. The Briscoes contre The Young Wolves, c'est le premier match donc de notre show. Les Briscoes face aux jeunes loups et dans un match défini comme pauvre, et parce que c'est marqué là, les Young Wolves vont bien sûr défaire les Briscoes en 9 minutes 30 quand Travis Hummel va défaire les Briscoes via pinfall après l'intervention de Maryse. Et une victoire pas forcément très clean en termes d'injury work. Travis Hummel a été au-dessus de tout le monde. Effectivement, une performance de 46 pour Travis Hummel, 27 pour Mike Mizanin, 28 pour Mark Briscoes et 34 pour Jay Briscoes. On a vraiment beaucoup de mal à faire monter les performances in-ring de tous ces garçons. Travis Hummel, ça passe encore, mais pour le reste, c'est quand même assez faiblard. Mike Mizanin, sa gimmick est dégueulasse. Maryse qui fait du bon boulot ringside. Victoire des Young Wolves avec une intervention. Tout se passe plutôt bien pour ces garçons qui je juge comme étant, on le rappelle, les leaders de la nouvelle génération. Et après le match, oula mon dieu, ça fait mal aux yeux, la lentille a failli être décollée, Travis Hummel et Mike Mizanin qui vont prendre le micro et qui vont se moquer un petit peu des Briscoes en disant vous avez vu, ça c'était les premiers challengers numéro 1 au titre par équipe, on les a torchés sévères, fair and square, on mentionne pas trop l'intervention de Maryse dans l'affaire. Bref, Travis Hummel, Mike Mizanin qui se paye la tête des Briscoes et Maryse qui prend derrière le micro et qui va challenger Becky Belless la semaine prochaine à un bra and panties match, puisque Maryse veut mettre ses mains encore un peu plus sur Becky Belless après tout ce qu'il est dit depuis déjà quelques semaines. Rien de bien intéressant à noter sur les performances. Vous imaginez bien qu'un segment à 30 ça veut dire que c'est pas très folichon.
Derrière, Balls Mahoney va faire face à Matt Sydal, un segment qui nous fait un 44 de rating. Match pauvre, décidément, on souffre de notre manque de popularité du côté du Mitsouf. Balls Mahoney qui, dans un match qui va durer 7 minutes 02, va battre Matt Sydal via pinfall avec le Ball Breaker. 44 de rating, performance de 46 pour Balls Mahoney, seulement de 24 pour Matt Sydal. Effectivement, les performances sont très mauvaises, mais c'est normal, c'est une région où la popularité n'est pas très importante pour nous. Balls Mahoney qui prend donc un petit peu de momentum. Derrière, Sweet Saraya va faire face à Nighty Night Dart. Bret Hart, bien sûr, est dans le coin de Nighty Night Dart pour surveiller ses intérêts dans un match avec une descente catch et une hit pas forcément très présente, puisqu'encore une fois, manque de popularité de la fédération et de ses deux lutteuses dans cette région. Nighty Night Dart va défaire Sweet Saraya en 6 minutes 56 via pinfall avec un petit roll-up, histoire de ne pas discréditer Sweet Saraya qui, je le rappelle, a fait la gueule. Il fallait impérativement qu'on la fasse faire par roll-up et qu'on la garde forte, sinon la nana elle est un petit peu tiquée. Victoire de Nighty Night Dart, victoire convaincante, 43 de performance in ring pour Nighty Night Dart et 42 pour Sweet Saraya. Derrière, c'est le retour des Teen Idols, Mike Barton et Kip James, interviewés par Tammy Lynn Stitch. Et oui, on met un petit peu star power dans ce segment, histoire un peu de refaire monter la note globale du show, qui risque de pas forcément être extrêmement gégène. Les Teen Idols qui sont de retour après plus d'un mois passé en dehors des écrans. Ils l'ont dit, répété, ils ont rongé leurs freins et aujourd'hui ils sont de retour. On leur offre une spotlight et surtout la possibilité de pouvoir être dans le main event. Et donc ce soir, ils font un open challenge pour les titres par équipe. Ils sont chauds comme la braise. Kip et James, je veux dire Kip et Beji, mais non, Beji n'est plus là depuis très longtemps. Kip James et Mike Barton, les anciens Smoking Guns, et donc ils offrent une opportunité à qui veut bien la prendre dans les backstage pour les titres par équipe. Kip James qui a fait une superbe performance bien évidemment pour aller en dehors du script. Il a même inventé une nouvelle catchphrase. La performance était juste très bonne de son côté et ceux qui vont répondre bien sûr au challenge, c'est ni plus ni moins que Money Incorporated. Et oui, on le rappelle, c'était l'ancien nom de Ted DiBiase Senior en équipe avec Erwin Chester, le père donc dont on rappelle de Bray Wyatt à la WWE, et Money Incorporated face aux Teen Idols. Ça nous fait un match décent noté à 66. Les Teen Idols qui vont bien sûr défaire Money Incorporated en 10 minutes 36 via pinfall quand Kip James va défaire James Keenan via pinfall avec le side winder. Les Teen Idols font donc leur deuxième défense du titre par équipe. En termes d'inner work, forcément, Kip James a été au-dessus de tout le monde. 76 de performance in ring, 60 pour Mike Barton, 43 pour Tommaso Ciampa et James Keenan est à 23. La présence de Barbara Keenan n'aura pas pu peser bien lourd dans la balance pour Money Incorporated qui ont été battus par bien plus fort. Et le show se termine là-dessus avec un 61 de rating global, popularité qui augmente dans 15 régions. Mais c'était quand même loin d'être gégène, c'est normal, c'est une première en dehors de notre région de prédilection et de cœur qui est bien évidemment le Midwest, mais on va continuer à travailler bien sûr dans les prochaines semaines dans cette vidéo, notre popularité dans le Mid-South, histoire d'accroître notre importance dans cette région. Ça sera très important en vue de passer, vous le savez, à la size culte. Les nouvelles post-AEW Dynamite, les gens avec un 0.14 de TV rating, on va aller voir ça. James Keenan qui se plaint apparemment de son poche, il pense qu'il pourrait être un petit peu mieux que ça, et Kip James qui apparemment a subi une blessure hier. Bros the Tight, j'espère que c'est pas trop grave, on va tout de suite aller checker ça en espérant que la chance soit avec nous. Ça va, seulement 4 jours, tout va bien, il sera rétabli pour le prochain show. Et au niveau du show history, vous le voyez, 3061 pèlerins donc dans l'arena, 105 000 viewers. Quand on passe les 100 000 viewers, surtout avec un show avec un rating aussi bas que celui-là, ça reste quand même plutôt pas trop mal, en espérant qu'on fasse mieux en termes de show rating et surtout en termes de viewers par rapport à notre broadcast sur le prochain show, bien évidemment, que je prévois de faire, vous vous en doutez, du côté du Missouf, puisque ce mois-ci ça va être à fond dans cette région des États-Unis. Il va falloir aussi que je m'occupe du broadcasting qui arrive très vite à expiration et peut-être aussi contenter toutes ces personnes qui font la gueule. De bonnes nouvelles les gens, ce lundi à 2 jours de notre deuxième AEW Dynamite du mois de janvier 2007 avec Ian Rotten qui fait enfin son retour. Ian Rotten qui avait subi une grosse blessure, qu'on avait tardé à opérer, qui va enfin pouvoir retrouver son frère Axel et reformer les Rotten Brothers. Kip James qui lui aussi a récupéré de sa blessure du dernier AEW Dynamite subi dans le main event. Tout va bien. À 2 jours du prochain AEW Dynamite, on se met plutôt bien à mon sens, avec des retours qui font bien zizir.
Aucun incident backstage cette semaine les gens, donc du coup on se retrouve directement pour un petit medley entre Kip James et Tommaso Ciampa. La semaine dernière, Tommaso Ciampa qui apparemment a botché un coup et a blessé Kip James de manière assez légère, et on va essayer de les rabibocher tous les deux en espérant que ça va fonctionner. Et non, pas d'effet particulier malheureusement. Kip James qui en veut toujours un petit peu à Tommaso Ciampa, et Tommaso Ciampa qui doit s'en vouloir également un petit peu encore. Bref, c'est dommage, au moins on aura tenté, pas de regret, je boucle le show de mon côté, on en parle comme d'habitude juste après. Et rigolez les potos pour le second show de notre année 2007 et également le deuxième show de notre vidéo. On est toujours dans le Mitsouf devant 3661 pèlerins, toujours aussi au Fillmore Auditorium comme la semaine passée. Un petit peu plus de pèlerins dans les gradins que la semaine dernière si je ne dis pas de bêtises, et on commence avec un segment d'ouverture qui pète sa maman, une note bien verte. 87, Steve Austin qui ouvre le show, le bris de glace, les fuck à tout le monde. Il nous annonce qu'il est désormais clear dès qu'il est désormais back to the business avec deux objectifs. Le premier bien sûr péter des culs, mais surtout récupérer son titre qu'il a perdu lors du dernier pay-per-view, mais ça lui a quand même un petit peu resté au travers de la gorge parce que l'arbitre a énoncé une victoire de Kevin Nash via stoppage parce qu'il pensait que Steve Austin ne pouvait pas continuer, et Steve Austin nous répète que lui se sentait capable de continuer le combat et de battre Kevin Nash, et donc du coup ce qu'il veut c'est désormais péter le cul de Kevin Nash et lui reprendre son titre et devenir double champion de la All Elite Wrestling. Bien évidemment, ce discours va être coupé court par Kevin Nash lui-même, qui sur la rampe du ring, sur une lumière très basse, va annoncer à notre ami Steve Austin qu'il ne défendra pas son titre ce soir. Non, il ne veut pas remettre son titre en jeu face à Steve Austin, du moins pas maintenant. En revanche, pour prendre la température, il lui propose un 3 contre 3 ce soir dans le main event. Il est accompagné de Tyler Black et Jon Moxley, et il souhaite bien évidemment à Steve Austin de trouver d'autres partenaires ce soir dans le main event pour faire face à lui et à ses deux acolytes, ses deux protégés de The Nest. 87 de rating. Steve Austin, vous vous en doutez, qui va accepter forcément le challenge de de Kevin Nash dans le main event. Gros début de show. Kevin Nash qui apparemment a été bon dans ce segment. Steve Austin a paru très bon également. Jon Moxley, par contre, a été complètement paumé. La storyline avance et surtout gagne de la hit grâce à ce segment. On rappelle, cette storyline était déjà très chaude. Et là, le fait de pouvoir gagner encore un peu plus de hits, ça veut dire que le segment a clairement pété la baraque. On retrouvera tout ce beau monde dans le dernier segment du soir. Derrière, Amazing Kong face à Tommaso Ciampa, match entre le juge et la jugée. On se souvient, Tommaso Ciampa, il y a quelques mois en arrière, le juge qui a fait des études de droit avait prononcé une sentence et une suspension pour Amazing Kong par rapport à ses agissements, le fait qu'elle blessait à chaque fois ses adversaires, que ces derniers repartaient sous une civière. Le juge, notre ami Tommaso Ciampa, qui s'était lancé dans un élan de courage pour un match la semaine passée contre Amazing Kong, il avait dit qu'il voulait avoir ses mains sur Amazing Kong, s'est très vite rendu compte que ça allait être très compliqué dans le ring, puisque dans un match de descente, Amazing Kong va défaire Tommaso Ciampa en 9 minutes 35 via pinfall après un Amazing Press. Tommaso Ciampa qui donc perd face à Amazing Kong, la jugée qui termine debout alors que le juge était au sol, complètement groggy en plein centre du ring. A priori, du bon boulot de Roddy Piper et de Barbara Rikkinen ringside. Amazing Kong, Tommaso Ciampa a une très belle chemistry également qui permet d'améliorer les performances. 59 de performance in ring pour Amazing Kong, c'est assez énorme. 38 pour Tommaso Ciampa, et la storyline Moneyman avance grâce à ce segment, mais bien sûr perd un petit peu de hit, mais ce n'est pas tout, puisque derrière, après la victoire d'Amazing Kong, on a James Keenan, Bobby Roode et Tommaso Ciampa lui-même qui vont prendre leur revanche sur Amazing Kong en se ruant sur cette dernière, en l'assénant de coups, et forcément vous imaginez que Claudio Castagnoli et Roddy Piper vont intervenir. Roddy Piper qui va même porter son finisher sur Tommaso Ciampa et sur James Keenan pour faire fuir la concurrence, ce qui va marquer selon moi de manière très claire et très officielle le face turn de tout ce beau monde Amazing Kong. Le turn va parfaitement, le turn également de Claudio Castagnoli qui se passe parfaitement bien aussi, et le turn de Roddy Piper qui est un succès complet. Et oui, la team Piper est désormais face et va pouvoir continuer son programme face à la team Ted DiBiase Senior. C'est vrai que une fois que Claudio Castagnoli avait perdu son match de l'échelle qui était la dernière chance pour lui pour le titre face à Bobby Roode, tant que ce dernier avait la ceinture, on pouvait se dire que cette rivalité allait se terminer. Non, on a trouvé un petit filon pour la continuer. Et oui, la team Piper continue à prendre du momentum et surtout continue à poser des problèmes aux Moneymans. Derrière, Maryse contre Becky Belair, match avec une grande hit
une petite hit et du bon catch. Maryse Becky Belair dans un Brian Penties match, ça vaut ce que ça vaut, 6 minutes 35 de combat et Maryse qui va remporter la bataille, la guerre face à Becky Belair quand cette dernière va déshabiller Becky Belair. Durant le match, on a vu Travis Hummel aider Maryse à déshabiller Becky, leur ancienne manageuse. Maryse et Becky Belair qui ont une super bonne chemistry dans ce match. Ça pourra peut-être être intéressant également de leur proposer, pourquoi pas, une revanche sous une autre forme, je sais pas, peut-être un programme différent, sous différentes auspices bien évidemment dans les prochains mois ou prochaines semaines, mais pour l'instant on va se contenter de ça puisque cette storyline se termine avec ce segment. Performance de 62 pour Maryse et de 76 pour Becky Belair, le match qui apparemment a souffert du manque de psychologie, mais c'est normal, c'était en eye candy, donc c'est toujours un peu problématique dans ce genre de cas. Derrière, Steve Austin est au micro de Tammy Lynn Stitch et Steve Austin nous annonce que il a des partenaires pour ce soir. Et oui, Kevin Nash n'est pas le seul à avoir des copains. Oui, il pensait avoir certainement l'avantage du nombre, mais non, Steve Austin a trouvé des copains backstage et ces copains-là, ils sont beaucoup plus sympathiques, un petit peu moins chiants aussi que l'ami Tyler Black et John Moxley. Ils ont des idées un petit peu moins noires dans la tête. Ils sont beaucoup plus enjoués, beaucoup plus pétillants et ils nous présentent Kevin Steen et El Generico, El Jericho qui vont bien sûr aider Steve Austin comme il se doit dans le main event à remporter la guerre du soir. 67 de rating, bon segment. Derrière, bon là c'est un petit peu moins bon mais c'est logique, les Briscoes face aux Rotten Brothers, je ne l'ai pas spécifié mais ce match a de l'importance puisque la semaine prochaine il y aura un Fatal 4-Way pour décerner des futurs challengers et un futur challenger aux champions par équipe Kip James et Mac Barton et Teen Idols, et donc le vainqueur de ce match aura la chance de pouvoir participer au match de challenger numéro 1 et ce sont les Rotten Brothers dans un match pauvre qui vont défaire les Briscoes en 7 minutes 40 quand Yann Rotten va défaire Jay Briscoes via pinfall avec le Rotten Rush. 39 de rating, performance de 31 pour Jay, 28 pour Mark, Yann est à 34 et Axel est à 40. Ça casse pas trois pattes à un canard, surtout dans une région où la fédération n'est pas populaire et bien sûr où nos lutteurs ne le sont pas non plus. Bref, 39 de rating, ça vaut ce que ça vaut. L'essentiel ce sont que les Rotten Brothers puissent avancer et se qualifier pour le match des challengers numéro 1. Derrière, Tammy Lynn Stitch qui s'apprête à interviewer Becky Belair, mais cette dernière va être interrompue par Jazz qui va se moquer de Becky Belair qui est face caméra en string et en soutif. Elle n'a pas récupéré ses habits, la pauvre, et Jazz qui va la regarder de la tête aux pieds, de la dévisager, qui va dire franchement c'est pitoyable. Tu te retrouves à faire des bikini contests, des Brian Penties match, et à perdre contre Maryse qui s'est juste agité son popotin et à montrer ses gros nichons. Et toi, voilà, tu perds contre ça. Tu t'es aussi mis à dos Travis Fimmel, Mike Mizanin, qui était un petit peu ton salut dans cette fédération, qui te faisait un petit peu briller, et dire que toi et moi on a fait équipe. Il y a quelques semaines en arrière pour le premier tour du tournoi pour couronner une nouvelle championne féminine. Tu te pensais capable d'arriver en finale, tu pensais même meilleur que moi et regarde-toi aujourd'hui, t'es là en string et en soutif complètement humilié alors que moi j'ai une ceinture sur l'épaule et que je suis le visage de la fédération. Bref, on casse du sucre sur le dos de Becky Belair du côté de Jazz et vous inquiétez pas, ça aura de l'importance pour la suite des hostilités. Et enfin le main event qui nous fait un énorme 77 sa maman, Steve Austin et El Jericho qui font face à Kevin Nash et The Nest, et dans un match avec une fantastique hit et du bon catch, Steve Austin et El Jericho vont faire un match nul, une double disqualification prononcée par l'arbitre quand ces derniers vont finalement se mettre complètement sur la gueule. L'arbitre va perdre le contrôle de la rencontre et va énoncer une double disqualification. Ça va se battre encore avant que la caméra se cut. Bref, grosse animosité entre ces six là, puisqu'on le rappelle, Jericho et The Nest, il y a aussi une petite histoire. Les deux équipes n'ont pas réussi à se départager dans un Open Challenge de Jericho, 20 minutes, temps limite expiré, et forcément ça a donné un petit peu lieu à beaucoup de tensions durant ce match. Des performances qui sont plutôt bonnes pour Kevin Steen, 54 de rating en performance in-ring, 35 pour El Generico, c'est moyen, 90 de Steve Austin, 49 de John Moxley, 65 de Tyler Black et 64 de Kevin Nash. Tout ce beau monde se fout sur la gueule jusqu'au cut de la caméra. On sait pas trop comment ça se termine. En tout cas, la storyline avance grâce à ce segment et nous faisons un 72 de rating et ce show nous permet d'augmenter nos popularités dans les 16 régions où nous sommes diffusés. 0.14 de TV rating comme la semaine passée, mais quand même un petit peu plus de viewers à la maison, 106 150 par rapport à la semaine dernière où ils étaient 105 230, on en gagne à peu près 1000, et surtout on gagne plus
de 600 personnes dans les gradins, ce qui veut dire que notre travail de sap commence à faire effet. On espère bien sûr qu'on fera encore mieux la semaine prochaine, puisque, oui, sur le show prochain, on sera encore dans le Missouf pour tenter de gagner de l'importance dans cette région des États-Unis, en espérant qu'on puisse faire un show rating encore supérieur. Mais vu ce que je concocte, il y a des chances quand même qu'on arrive à nos fins. Aucune nouvelle croustillante, les gens, sur la dernière semaine écoulée, donc du coup on se retrouve directement dans les backstage du troisième AEW Dynamite de notre vidéo, vous le voyez, 95% dans les backstage, mais malheureusement des incidents à traiter, des incidents qui peuvent être positifs, on va voir, on va tout de suite se rencarder, incident impliquant Chris Hero. Alors ça peut être positif comme négatif, je vous avoue que je me prononcerai pas trop, et c'est négatif. Alors apparemment Chris Hero qui a eu une discussion assez chaude avec un fan à l'extérieur de l'arène, et c'est même devenu physique à un certain moment. Ah, alors ça c'est très très problématique, surtout pour l'image de marque de la fédération. Donc là ça va être un gros avertissement, et Chris Hero qui a bien évidemment amélioré son comportement, puisque là j'aurais pu clairement le virer, hein. C'est vrai que c'est le genre de trucs qui peuvent vraiment nuire à la réputation de la compagnie. J'espère que ça va bien se passer. Chris Hero qui est content de mon action, tout va bien, j'ai bien géré la situation. C'est déjà pas mal, je boucle le show de mon côté et on se retrouve juste après bien sûr pour en discuter, vous en avez désormais l'habitude. Le troisième show de notre mois de janvier 2007, également troisième show de notre vidéo, nous sommes toujours dans le Mitsouf devant 3319 pèlerins, toujours au CO Fillmore Auditorium, comme les semaines précédentes, un petit peu moins d'influence dans les gradins que la semaine passée, mais toujours plus que la semaine d'avant, et commence avec un rating global de 93 pour ce segment d'ouverture. Paul Heyman qui est le premier à arriver dans le ring, le general manager de la All Elite Wrestling. Il nous souhaite la bienvenue à tous et à toutes pour cette nouvelle édition d'AEW Dynamite, et il nous dit que ce soir dans le main event il va y avoir un Fatal 4-Way pour décerner de nouveaux aspirants numéro 1 au titre de champion par équipe, titre qu'on rappelle qui sont sur les épaules de Mike Barton et de Kip James, les Teen Idols. Et donc ce soir dans le main event vont se faire face The Nest, les Young Wolves, El Jericho et les Rotten Brothers pour prendre la spotline et affronter dans les prochaines semaines pour les titres par équipe Kip James et Mike Barton. Mais il veut surtout revenir sur ce qui s'est passé la semaine dernière et après la coupure TV, et oui, avec Steve Austin, Kevin Nash, on voit des images avec The Nest également et Jericho qui, derrière, à l'extérieur du ring, plusieurs minutes après la fin du show TV, on continue à se foutre sur la gueule avec des chaises, des kendo sticks. On a vu à un moment donné des tables qui étaient sorties, des marteaux aussi. Bref, tout le monde a pété un câble, et Paul Heyman va convier Steve Austin et Kevin Nash à le rejoindre sur le ring pour mettre les choses au clair, parce qu'on est quand même dans un show TV et il faut respecter les normes TV, et surtout il faut éviter qu'on ait des procès au cul, et donc par conséquent il faut que ces deux hommes là se calment. Et Steve Austin le dit: si tu veux que je me calme, si tu veux que il n'y a pas de débordement, si tu veux que j'évite d'arroser tout le monde de bière, si tu veux que j'évite derrière de prendre des objets un petit peu contendants à l'extérieur du ring pour casser la tronche de Kevin Nash, faut que tu me laisses one-on-one, que je lui pète le cul, que je lui arrive les épaules et que je reprenne le titre que je n'ai jamais perdu. Kevin Nash qui va échanger aussi des noms d'oiseaux à un moment donné avec Steve Austin. Paul Heyman, voyant qu'il perd le contrôle, dit: écoutez les gars, c'est très simple, la semaine prochaine vous allez vous affronter, parce que ça se voit que vous ne pouvez pas attendre, ça se voit que les gens sont chauds et ne peuvent pas non plus attendre. Donc la semaine prochaine, Steve Austin, Kevin Nash, le rematch de Steve Austin dans le main event pour le titre mondial. Les gens sont fous, Steve Austin a ce qu'il voulait, il harangue la foule. Kevin Nash le regarde un peu plus sombre, un peu plus fermé, parce qu'il sait que la mission sera dure, très dure. 93 de rating pour ouvrir ce show, c'est le meilleur départ possible. Paul Heyman qui a parfaitement improvisé face à la foule, Steve Austin qui a bien évidemment allé en dehors du script, Kevin Nash qui a fait un super boulot également, et la storyline Dark Angel avance et gagne de la hit, tu m'étonnes, avec un segment noté comme cela. Derrière, oui, on va souffler un petit peu, ou pas d'ailleurs, c'est pas franchement voulu, mais là clairement on voit le contraste. Colt Cabana contre Balls Mahoney, 46 de rating dans un match pauvre. Balls Mahoney va défaire Colt Cabana en 6 minutes 38 de pinfall avec le Nutcracker Salt. Une chemistry plutôt bonne entre Joey Styles et Randy Savage qui permettent, et bien évidemment aux couleurs commentary, de donner un boost au match. L'annoncing également a fait du bon job. Colt Cabana a fait une performance de 28, aïe aïe aïe. Balls Mahoney 48, 46 de rating, plutôt correct, plutôt décent en vue des performances in-ring de Lascar dans le ring. Balls Mahoney qui prend donc une victoire importante et qui continue à prendre du momentum après sa victoire face à Matt Sydal plus tôt dans la vidéo.
Derrière, Amazing Kong va faire face à Money Incorporated. Et oui, Tommaso Ciampa et James Keenan qui s'allient pour faire face à Amazing Kong dans un match handicap. Et ça a été demandé par Ted DiBiase Senior. Eh bien, Amazing Kong va river les épaules de Money Incorporated. Match avec une décente réaction de la foule. Et match de catch qui était un petit peu moyen sur les bords. Amazing Kong qui va défaire Money Incorporated en 10 minutes 18 contre Amazing Kong. Va défaire James Keenan via Pitfall avec le Amazing Press. Amazing Kong forcément qui porte le match sur ses épaules. 53 de performance ring, 36 seulement pour Tommaso Ciampa. Et un petit 26 pour James Keenan. À noter le bon job de Roddy Piper et de Barbara Keenan, pardon. Et oui, il va falloir s'y faire aussi à ce ton-là. Ring side. Ce qui va suivre va être très important puisque derrière Ted DiBiase Senior va interrompre la célébration d'Amazing Kong et de Roddy Piper dans le ring. Roddy Piper qui a levé le bras bien sûr d'Amazing Kong pour montrer à quel point elle était puissante et à quel point sa victoire a eu de l'impact. Ted DiBiase Senior qui va couper tout ce beau monde et qui va annoncer qu'il a des informations par rapport à ce qui s'est passé lors de la 4e semaine du mois de décembre et de l'attaque dont a été victime Brian Kendrick. Et il nous montre un footage vidéo qui a été pris par des caméras de surveillance où on voit Amazing Kong détruire la gueule de Brian Kendrick qui a gisé dans une mare de sang plus tard. Et Ted DiBiase Senior interpelle Paul Heyman et convie Paul Heyman à venir le rejoindre sur la rampe du ring. Il est accompagné de Bobby Roode bien évidemment. Et il demande Ted DiBiase Senior à ce que Paul Heyman prenne une décision. D'abord forcément de retirer l'opportunité de titre d'Amazing Kong par rapport à ses agissements et surtout de la suspendre. Et Paul Heyman il est un petit peu embêté parce qu'effectivement la suspension d'Amazing Kong ne fait plus de doute. Je veux dire, quand on défonce comme ça un garçon dans les backstage, qu'on le laisse giser dans une mare de sang, je veux dire, il pourrait y avoir des procès au cul pour Amazing Kong, pour la All Elite Wrestling. C'est vrai que la suspension serait légitime, surtout qu'Amazing Kong est revenu sans l'accord de personne alors qu'elle était encore suspendue. Là c'est vrai que faudrait peut-être même réfléchir, selon les dires de Ted DiBiase Senior, à virer Amazing Kong. Et Paul Heyman donne raison à Ted DiBiase Senior, seulement Amazing Kong c'est bon pour le business. Paul Heyman, même si on sait que la relation entre Ted DiBiase Senior et lui est quand même assez particulière, avec tous les avantages que donne Paul Heyman à Ted DiBiase Senior, on n'a toujours pas le fin mot de l'histoire et surtout on connaît toujours pas la nature de leur relation. Paul Heyman n'oublie pas son rôle de businessman, il veut le meilleur pour le business et surtout les gens sont pris par Amazing Kong, les TV sont pris par Amazing Kong, ils sont tous subjugués sur le cul de ce qu'est capable de faire cette femme. Et Bobby Roode, il n'a pas défendu son titre TNT depuis un petit moment. Et les TV réclament que le titre TNT soit également défendu. Et on a des obligations contractuelles aussi, avec les contrats qui lient la All Elite Wrestling avec les chaînes de TV. Donc Paul Heyman trouve quelque part un compromis. Il dit à Ted DiBiase Senior, Amazing Kong va avoir son opportunité au titre, ça sera la seule. Elle ne pourra pas rechallenger Bobby Roode tant que ce dernier sera champion. Et il laisse également Paul Heyman la possibilité à DiBiase Senior et à Bobby Roode de choisir la stipulation du match qui l'opposera à Amazing Kong la semaine prochaine pour le titre TNT. Le compromis passe mal pour Ted DiBiase Senior, mais il va s'en contenter, 71 de rating, et on verra bien sûr comme tout ça va évoluer la semaine prochaine. Roddy Piper qui a fait un très bon boulot, Ted DiBiase Senior également. Et la storyline, The Money Man continue à gagner de la hit grâce à ce segment. Derrière, Natty Neidhart face à Jazz pour le titre féminin de la All Elite Wrestling. Et dans un match décent, Jazz va défaire Natty Neidhart en 5 minutes 51 via pinfall. Jazz qui a réussi à faire expulser Bret Hart des abords du ring puisque elle a simulé un petit crochet de pied, un petit crochet de cheville dans les cordes de Bret Hart qui apparemment l'aurait gêné. Bien évidemment c'était vendu parfaitement par Jazz. Bret Hart qui fait signe qu'il a absolument rien fait. Malheureusement l'arbitre donne raison à Jazz. Bret Hart est expulsé du ring et derrière Jazz va pouvoir, grâce à un spray dans les yeux dans le dos de l'arbitre, pouvoir appliquer son finisher sur Natty Neidhart et bien évidemment remporter le combat et faire sa première défense de titre. 56 de rating, performance de 52 pour Jazz et de 44 pour Natty Neidhart. Bien évidemment tout cela aura, j'imagine, et vous l'imaginez sans doute, une suite dans les prochaines semaines. Et enfin le main event qui nous fait un petit 65 de rating, plutôt correct au vu des forces en présence. Les Young Wolves contre les Rotten Brothers, contre El Jericho et contre The Nest, le vainqueur de ce match. Bien évidemment affrontera les Teen Idols, Mike Barton et James Keenan, équipe James dans les prochaines semaines pour le titre et dans un match avec plutôt
une décente réaction et un match de catch jugé également décent. C'est The Nest qui va remporter la victoire face aux Rotten Brothers, face à El Jericho, face aux Young Wolves après 12 minutes 54 de combat, quand Tyler Black va défaire Yann Rotten via pinfall avec le cross screw 450 splash. En termes d'in-ring work, Tyler Black était bien sûr au-dessus de tout le monde. 74 de performance in-ring, 53 pour John Moxley, 45 pour El Generico qui remonte un petit peu, Kevin Steen 56, 38 pour Yann Rotten et son frère Axel, ils sont décidément très complémentaires, 43 de performance in-ring pour Travis Evil et 24 seulement pour Mike Mizanin. The Nest est donc le nouveau challenger numéro 1 au titre par équipe de la All Elite Wrestling. 68 de performance globale pour le rating donc initial du show et on améliore notre popularité dans les 16 régions où nous sommes diffusés. 0.19 de TV rating les petits potes, et oui vous ne rêvez pas, 148 800 viewers sur les chaînes broadcasters officielles de la All Elite Wrestling. En ce qui concerne Dynamite, on est en train de passer des caps et améliorer forcément notre popularité, notre importance dans le mid-south. À défaut d'avoir fait une intendance un petit peu moins importante dans les gradins que la semaine passée, et ben on fait largement plus de viewers, et ça, comme dirait notre ami Vince McMahon, c'est bon pour le business. Petite news gossip les gens pour ceux que ça intéresse, Ami Dumas et Matt Hardy qui apparemment ne sont plus ensemble. Ami Dumas qui a Lita bien sûr à la WWE qui est désormais un cœur à prendre. D'ailleurs ça me fait penser qu'au niveau de notre fédération il y a seulement un couple qui s'est formé, c'est celui entre Tyler Madison et Tyler Black. Pour l'instant rien d'autre à se mettre sous la dent en ce qui concerne les histoires gossip dans notre fédération. Voilà, c'était cadeau, je sais pas trop ce que vous allez en faire, de toute façon vous en ferez bien ce que vous voulez. On continue à avancer tranquillement, de toute façon on est au jour d'AEW Dynamite et je pense qu'on va se retrouver dans les backstage, soit pour un medal, soit bien évidemment pour traiter des incidents s'il y en a. Dans les backstage, les gens du dernier AEW Dynamite du mois de janvier 2007 également, du dernier show de notre vidéo, et toutes les bonnes choses ont une fin. On va essayer de faire une vidéo plutôt courte comme à notre habitude, 97% dans les backstage, des locker room incidents à traiter. On va tout de suite regarder ce qu'il en a, un incident impliquant Super Dragon, que je n'ai pas beaucoup utilisé depuis bien sa fin de feud. Plutôt depuis son match face à Brian Danielson, perdu du côté de Blood and Guts, si je ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce qu'il se passe avec Super Dragon? Il a manqué un rendez-vous avec un road agent. Tiens, bah alors, mon petit Super Dragon, amende? Ah, pas content avec l'action. Ah, elle fait la gueule. Ah, pas bonne décision. Ouais, mais bon, en même temps, à un moment donné, faut être professionnel, mon gars. C'est pas parce que je te donne pas de match, pas d'apparition TV que tu es obligé de faire le con pour te faire remarquer. Bref, je boucle le show de mon côté et on en parle comme d'habitude juste après. C'est le dernier show de la vidéo les gens et nous sommes toujours aussi au Felmer Auditorium dans le Mid-South devant 3700 pèlerins. Et oui, ça y est, le dernier AEW Dynamite du mois de janvier 2007 et nous démarrons le show avec un match de championnat Bobby Roode contre Amazing Kong. Et oui, la stipulation était simple, seule opportunité pour Amazing Kong d'affronter Bobby Roode pour le titre tant que ce dernier sera champion, et surtout la possibilité pour Bobby Roode de choisir la stipulation par rapport aux révélations de Ted DiBiase Senior concernant Amazing Kong. La semaine passée c'était la décision de Paul Heyman. Vous voyez il y a énormément d'écriteaux et oui en bas de ce match. Ce que vous pouvez voir en premier lieu c'est la note 64 de rating. Et pour ce qui est du résultat de ce match et surtout la stipulation, on a choisi du côté de Bobby Roode, de Ted DiBiase Senior, de Tommaso Ciampa, de James Keenan en réunion. Pourquoi pas faire un last man standing match? Et oui, prendre Amazing Kong à son propre jeu, ça pouvait paraître risqué sur le papier, mais quand même, dans un match avec une grande hit et du descent catch, c'est Bobby Roode qui va défaire Amazing Kong dans un last man standing match en 14 minutes 47 contre Amazing Kong ne pourra pas battre le compte de 10. Durant ce match, on a eu des interventions, James Keenan, Tommaso Ciampa, même Ted DiBiase Senior qui sont intervenus. Ted DiBiase Senior qui dans le dos de tout le monde, qui est sorti du public avec un masque, qui a asséné un énorme coup de batte derrière la tête donc de Roddy Piper qui a été complètement KO. Derrière, Tommaso Ciampa, James Keenan ont aidé bien sûr Bobby Roode à prendre le meilleur sur Amazing Kong à 3 contre 1. C'était trop compliqué. Bien sûr Claudio Castagnoli a tenté d'intervenir, mais la supériorité numérique a eu raison de son courage. Et Bobby Roode va pouvoir conserver son titre avec
bien évidemment l'aide de James Keenan et de Tommaso Ciampa qui étaient sur Amazing Kong pour que cette dernière ne puisse pas se relever. Bobby Roode qui termine avec le pied sur le corps gisant d'Amazing Kong, la ceinture bien haut dans le ciel. Bobby Roode conserve donc son titre de la TNT, fait sa 3e défense de son championnat secondaire et tout simplement se débarrasse cette fois-ci d'Amazing Kong et de la clique de Roddy Piper. Il aura battu Claudio Castagnoli et Amazing Kong, les protégés de Roddy Piper. Désormais, Roddy Piper et sa clique ne sont plus un danger. 60 de performance in-ring pour Bobby Roode et 53 pour Amazing Kong. La storyline Moneyman, bien sûr, avance grâce à ce segment et gagne de la hit. Il faudra trouver, bien sûr, un nouveau challenger désormais à Bobby Roode et pouvoir faire partir sur de nouveaux rails Amazing Kong et Claudio Castagnoli et surtout leur prévoir quelque chose de grand à la hauteur de ce qu'ils montrent dans le ring parce que c'est très intéressant ce qui est en train bien sûr de se passer, je pense que vous l'aurez noté. Derrière, Tammy Lynn Stitch interview Jazz. Jazz qui est toujours la championne féminine de la All Elite Wrestling et elle nous parle de son match face à Natalie Neidhart qu'elle a remporté très facilement, trop facilement. Elle se moque un peu de Natalie Neidhart et Bret Hart accompagné de Natalie Neidhart à un moment donné vont intervenir et Bret Hart va lui dire t'as encore triché. Voilà, t'es vraiment une enflure, une moins que rien, jackass. You know what I mean, jackass. Tu vois, à la manière d'un Chris Jericho. Et il veut que Natalie Neidhart, par rapport au comportement de Jazz et aux tactiques qu'elle a pu utiliser, qui étaient douteuses à la fois pour le faire sortir et l'expulser du ring, lui Bret Hart, et pour gagner derrière face à Natalie Neidhart dans le ring, voudrait que Polyman accorde à Natalie Neidhart un rematch. Mais Jazz, elle est opposée à ça bien évidemment, elle dit attends, elle a perdu, back of the line, ok, mes tactiques tu les aimes pas, ok, t'aimes pas la façon dont je défends ma ceinture, t'aimes pas la façon dont je gère mon business, mais de une j'en ai rien à foutre, et puis de deux, dans le monde du catch et dans ce business là, il suffit pas seulement d'être le plus fort, il faut aussi être le plus malin. Voilà, et Natalie Neidhart, ouais elle s'est améliorée, je le conçois, tu lui es de bons conseils, mais elle a pas la tête, elle a pas ce qu'il faut là-haut pour pouvoir être championne. Moi j'ai ce qu'il faut là-haut, c'est pour ça que je suis toujours à la ceinture et qu'elle, elle est toujours sans rien et que désormais qu'elle est back of the line. Bref, une Jazz qui se pose au-dessus de tout le monde et qui désormais, selon ses dires, n'a plus du tout de challenger attitré. Pour ce titre féminin, il va aussi falloir, peut-être, pourquoi pas, lui en retrouver une. 59 de rating. Derrière, Colt Cabana perd contre Chris Hero. 34 de rating, rien du tout, nul à chier. Match avec peu de hits et du terrible catch. Chris Hero qui défait Colt Cabana en 7 minutes 19 via pinfall avec un roll-up. Rien ne va plus pour Colt Cabana. Performance de 30 pour Colt Cabana, 31 pour Chris Hero. Next, rien à signaler. Victoire de Chris Hero qui enfonce un peu plus Colt Cabana. Derrière, Maryse qui fait un petit striptease. Voilà, histoire qu'on a un petit segment sex appeal dans la soirée. 52 rating, ça fait bien le taf. Merci Maryse, rien à signaler. Next. Derrière, Colt Cabana et Terry Funk. Et oui, Terry Funk qui fait ses débuts à la All Elite Wrestling. Ça fait qu'un petit 39 de rating. Terry Funk qui débute sa gimmick de Blue Shipper et c'est au full. Tout va bien, magnifique. Je remarque que les gimmicks, hein, c'était pareil avec Tommy Dreamer, les gimmicks des mecs qui pratiquent un peu du catch extrême, c'est jamais très bien noté. Hein. Dans notre All Elite Wrestling, il va falloir soit la tordre cette gimmick, soit peut-être la changer. Colt Cabana, hein, pour vous expliquer un peu le topo, Colt Cabana qui est dans les backstage, qui se passe un peu du froid sur la nuque, qui se pose des questions, qui commence à s'apitoyer sur son sort, et Terry Funk qui passe la porte et qui lui fait Hey man, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi là? Oh, tu baisses pas la tête. Tu te relèves. Quand on prend des coups, des nions dans la tronche, on se relève. Ah, moi, je suis Terry Funk, je suis un mec extrême. Hein. La bagarre. Moi, quand je tombais, je remontais sur le cheval. Et Colt Cabana qui lui dit j'arrête pas de perdre tous mes matchs. Mon meilleur ami est parti en dépression après ce qui s'est passé et tout. J'ai rien va plus dans ma vie professionnelle, dans ma vie privée. Bref, c'est la merde quoi. Et Terry Funk qui lui dit tu vas remonter sur le cheval, t'inquiète pas. Tout ça c'est de la merde, tout ça c'est du passé. Maintenant, tu te concentres sur l'avenir, tu remontes en selle, et c'est tonton Terry qui va t'aider à remonter sur le canasson. Terry Funk qui se pose en mentor de Colt Cabana, qui veut aider Colt Cabana. 39 de rating. Voilà ce que ça donnera. Et enfin, le main event, Kevin Nash contre Steve Austin, qui nous fait un 75 de rating. Je m'y attendais plus ou moins à cette note, puisque certes le match est exceptionnel, mais va se terminer en double compte out parce que Kevin Nash et Steve Austin à l'extérieur du ring, ils vont se mettre sur la gueule au bout de 13 minutes, hein, ils n'arrivent pas à se départager, la tension monte, il y a eu des insultes confusées, et là c'en est trop, ça finit en énorme baston, et
comme la dernière fois, on la caméra qui se coupe totalement au moment où les deux se font séparer par la sécurité. Le public est complètement fou. Kevin Nash, Steve Austin, c'est loin d'être terminé. 91 de performance in ring pour Steve Austin, 64 seulement pour Kevin Nash. On rappelle quand même qu'il y a une très bonne alchimie entre Kevin Nash et Steve Austin dans le ring, ce qui permet d'améliorer leur performance et le rating général du match. 66 de rating seulement dans ce show, effectivement. On parle le main event qui a été bon, le reste, et l'opener aussi qui a été quand même plutôt correct. Le reste, c'était un petit peu moyen, 66 de rating, et on améliore quand même notre popularité dans les 16 régions où nous sommes diffusés. L'ami Steve Austin qui me demande une augmentation de sa casque. Le garçon est quand même payé plus de 5000 $ par apparition, 5400 pour être tout à fait précis, moins que les 7280 qu'il souhaiterait avoir. 1880 $ donc à donner en plus, une full price pour Steve Austin, parce qu'il fait du très bon boulot, ça me fait plaisir si t'es content. Je le suis aussi, mon petit Steve Austin. Nous sommes le 1er février les gens et c'est l'heure du bilan du mois de janvier dernier avec quelques petites news que je m'en vais vous communiquer à l'oral puisque lors de ma dernière séquence tournée j'ai eu un petit problème de son. Nouvelle d'abord concernant les batailles régionales où on a fini deuxième un petit peu partout à part dans le Midwest on l'a terminé premier. Une nouvelle aussi concernant l'ami Kevin Steen qui a priori se laisse aller, oui, au niveau de sa forme physique. Kevin Steen qui est désormais flabby et ce n'est pas pour me plaire puisque quand vous exposez quand même quelqu'un la manière dont on expose Kevin Steen, on s'attend quand même à ce qu'il y ait des efforts qui soient faits. Kevin Steen qui apparemment se laisse aller et ce n'est pas bon ni pour moi ni pour lui. Et puis bien évidemment aussi des news concernant l'importance qui a augmenté dans le Mid-South. On est passé de 33 à 34. Midwest on est à 51, 40 à Puerto Rico. On n'a pas autant augmenté quand même que ce que j'aurais souhaité dans le Mid-South malgré quand même des bons shows et notamment le dernier où on fait quand même un bon sell-out, 3700 personnes qui étaient présents dans les gradins. Pour le dernier show, ça le comble. 0.19 de TV rating avec presque 150 000 viewers. Bref, ça envoyait du bois. Par contre, ce qui n'a pas envoyé du bois, c'est le profit. 35 000 $ seulement de profit par rapport aux 200 000 qu'on a pu faire le mois dernier. Bon, c'est normal. Des salles un petit peu moins grandes, on amène moins de monde, donc forcément moins de revenus. 192 $, effectivement, 192 000 $ de tickets vendus contre 473 000 le mois dernier. Donc forcément, effectivement, c'est là que le bas blesse. Au niveau des marchandises, on stabilise les choses. Au niveau du coût de worker, on stabilise également. Au niveau de la production, c'est la même chose. Au niveau des taxes, on a été forcément beaucoup moins taxé, vous l'imaginez, puisqu'on a fait beaucoup moins de profit. Un point sur les storylines, le prestige des titres avant de se quitter, vous en avez désormais l'habitude. Plus que 2 storylines, donc désormais dans notre fédération. Dark Angel, 75 de rating, bien évidemment, qui implique notre ami Steve Austin et donc Kevin Nash. Peut peut-être même enlever maintenant l'ami Christopher Daniels qui n'a plus rien à y faire. Balls Mahoney, je vois même pas pourquoi il est encore là. Je voudrais même que je rajoute d'ailleurs l'ami Taylor Black et John Moxley, je le ferai en off. Et The Moneyman, les Moneyman, bien évidemment avec la clique de Ted DiBiase Senior qui désormais n'ont plus rien à voir ni avec Amazing Kong qu'on va pouvoir enlever, ni avec l'ami Claudio Castagnoli et Roddy Piper. 60 de hits désormais pour cette storyline. On est bien au-dessus de ce qu'on nous demande puisqu'on nous demande au moins deux storylines avec plus de 41 de hits. Donc autant vous dire qu'on est largement au-dessus de ce qui est recommandé et obligatoire. Et au niveau du prestige des titres, parce que ça aussi c'est très intéressant en fin de vidéo de voir comment ça a pu évoluer. Le titre féminin qui est toujours à 70 de prestige, on a du mal à le faire évoluer ce titre féminin. Le titre donc de champion du monde de Kevin Nash est à 100. Le titre donc des champions par équipe est à 95. On a un petit peu baissé malheureusement au niveau du track prestige parce que c'était cette semaine et ce mois-ci j'avais envie quand même de les utiliser un petit peu plus, mais malheureusement on les a utilisés qu'une fois si je ne dis pas de bêtises. Rassurez-vous, le mois prochain ça sera différent. Et le championnat de la TNT qui est désormais à 80, et au niveau du track prestige on continue à baisser de semaine en semaine. Ce n'est pas bon, on va essayer de remédier à ça avec notre ami Bobby Roode qui est pourtant je trouve un champion assez convaincant. Malheureusement peut-être que la sauce a du mal à prendre par rapport aux storylines et aux gens que j'implique autour de ce titre, mais bon écoutez, c'est le choix que j'ai fait et voilà, on va continuer à travailler dans ce sens là et à développer Bobby Roode parce que les titres secondaires sont faits pour développer des catcheurs de demain et les catcheurs que l'on voit peut-être comme des futures stars. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Les gens, si c'est le cas, n'hésitez pas à réaliser votre coup du chapeau, le like, l'abonnement et l'activation de la cloche, ça mange pas de pain. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, ciao, bye bye, et à la prochaine.